Bonjour. On va commencer alors si tu es prête. Donc bonjour, merci d'être venue dans le cadre de cette 5e édition du Salon du Polar. Donc aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Delphine Chatrian pour faire une conférence intitulée Enquête sur les coulisses de l'écriture d'un trailer. Et donc on a le plaisir de t'accueillir dans le cadre de la sortie de ton dernier roman, Les ombres de la fosse aux ours. Voilà, je vais laisser par là. Voilà. Donc je vais brièvement te présenter, voilà, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas. Tu es originaire de Passy. Tu as été enseignante pendant 20 ans avant de te consacrer pleinement à l'écriture. Voilà. Delphine écrit de la poésie, des romans à suspense qui sont imprégnés dans le territoire local et notamment dans les montagnes alentours. Et donc tu as écrit 5 livres et voilà, on t'accueille pour ton dernier roman paru. Donc je vais brièvement faire un petit résumé de ton livre. Alors, Alessia et Julien ne se connaissent pas, mais ils ont tous les deux été invités par un inconnu à se rendre près d'une ancienne fosse aux ours dans une vallée des Alpes. Ils ne savent pas pourquoi, ni qui les a attirés dans ces lieux. Alessia arrive la première à la fosse aux ours. Elle découvre le corps empalé d'un homme sur l'ardoise tranchante du fond de la fosse. Et ils vont tenter d'éclaircir ce mystère. Qui a tué cet homme ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc voilà, on va enquêter sur les coulisses de l'écriture d'un trailer. Et je laisse la parole à Delphine pour nous en dire un peu plus. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, oui, je vous propose d'entrer un petit peu, de partager un petit peu avec vous le laboratoire d'écriture d'un roman. Alors, juste un petit avant-propos, c'est pas ce que vous allez entendre, c'est vraiment le fruit de mon expérience, de ma pratique. Donc, c'est pas, je vais pas vous donner une vérité sur ce qu'est l'écriture d'un thriller, mais c'est vraiment, c'est le fruit de ma réflexion et de ma pratique. Donc, et voilà, d'une expérience. Donc, quand je vous emmène dans les coulisses de l'écriture d'un thriller, je vous emmène dans mes coulisses à moi d'écriture de mes romans et voilà, sans prétendre savoir ce que c'est l'écriture d'un thriller pour tout le monde, parce que évidemment, si vous pourriez avoir autant de versions qu'il y a d'auteurs, notamment en bas ici à ce salon du polar, à la médiathèque de Sionzier, que je remercie pour cette organisation au passage. Donc, qu'est-ce qu'un thriller d'abord ? Donc, d'abord, un thriller, c'est un roman. Et un roman, à ce titre-là, donc, il a en partage avec tous les autres romans quelques codes, quelques codes qui appartiennent proprement au genre du roman et ce qui distingue d'autres formes d'écriture. Alors un roman, c'est quoi ? On va commencer très très simplement. Un roman, c'est une histoire qui est racontée, une intrigue qui est racontée par un narrateur. Donc un narrateur qui raconte cette histoire. En principe, cette histoire, elle relève de la fiction dans le roman. C'est ce qui fait la différence entre un roman et une biographie ou un récit ou une autobiographie, par exemple. Et cette histoire, elle met en scène des personnages dans un contexte donné. Donc un contexte, un espace, un lieu, des lieux, un temps. Voilà. Et déjà, alors ça a l'air tout simple comme définition, une histoire racontée par quelqu'un qui met en scène des personnages dans un contexte donné, mais en réalité, ça implique une infinité déjà de choix pour l'auteur. Quelle intrigue, de quoi on va parler, qui on va placer comme narrateur pour raconter cette histoire, qui sont les personnages, combien sont-ils,
Et puis, quant au lieu, c'est pareil, on a une infinité de possibilités. Est-ce que ce sont des lieux réels ou non? S'ils sont réels, là, on a un choix infini. S'ils sont irréels, encore plus, j'ai envie de dire. Et puis, dans le temps, c'est pareil. On peut vraiment, en tant que romancier, on peut vraiment s'amuser avec le temps. Est-ce que c'est un temps historique, un temps existant ou non? Et donc là, il y a un potentiel complètement vertigineux. Alors, et puis voilà, au milieu de tout ça, on peut se demander à chaque fois, on a cette liberté et ce choix aussi du rapport avec la réalité. Un auteur, un romancier joue avec cette réalité, donc avec un lien plus ou moins distendu, plus ou moins proche avec la réalité. Et donc en fonction de ces choix, de ce petit nombre de choix, déjà, l'auteur va basculer dans un certain genre de roman, plutôt vers le roman historique, plutôt vers le roman psychologique, le roman d'anticipation, de science-fiction, voilà, ou vers le polar, du côté du polar. Alors à partir du moment où votre intrigue principale, elle va être centrée sur un méfait, un acte répréhensible du point de vue de la loi ou du point de vue de la justice ou du point de vue de la morale aussi, et qu'on a une victime, un coupable et un personnage justicier, là, on bascule dans une configuration qui nous rapproche du polar, en fait, de la grande catégorie du polar. Mais au sein de cette grande catégorie du polar, et vous pouvez d'ailleurs en faire l'expérience en arrivant au salon et en faisant le tour des auteurs dans le polar. Enfin, le polar, c'est une catégorie très très vaste et on trouve beaucoup de sous-genres en fait de romans dans le polar. Alors, on peut parler du policier vraiment à proprement parler. Le policier, donc c'est le roman qui va mettre en scène un enquêteur professionnel, un commissaire de police ou assimilé comme un détective privé par exemple. Ou encore parfois un journaliste plutôt centré sur cette partie-là de l'enquête. Mais on peut trouver le roman à énigmes comme avec le roman d'Agatha Christie, le roman de Conan Doyle. Le roman à énigmes donc est plutôt focalisé sur l'enquête et c'est un sous-genre du polar, on va dire, qui est bien ancré à partir du 19e siècle et qui est en lien avec toute l'évolution des sciences, avec le positivisme, en fait, la confiance qu'on place dans les sciences et quelques prémices aussi de la police scientifique. Et on a confiance en la raison, on a confiance en la déduction, on recherche des preuves et puis on construit. Enfin, vous connaissez Sherlock Holmes et Hercule Poirot. Et donc, dans le roman énigme, on va plutôt suivre le développement intellectuel de l'enquêteur qui met son intelligence, sa perspicacité au service de la résolution d'une énigme centrée sur un crime qui a été commis. Et qui a pour finalité la découverte d'un coupable. Et puis, bien sûr, ce qu'on en fait ensuite. Dans cet univers, dans l'univers du polar, on peut trouver aussi le roman noir. Alors là, le roman noir, c'est un roman qui va plutôt miser sur un univers noir, justement, avec beaucoup de noirceur et qui souvent s'attaque à des travers de la société. Il y a des auteurs de romans noirs qui sont assez militants et qui ont des choses à raconter sur des travers de la société. Ce qui va se confirmer avec ce qu'on a appelé, que Manchette a appelé le néopolar, à partir des années 70, après 1968, une vague de révolutionnaires et de militantistes qui se servent du polar pour épingler un peu les travers d'une société qu'ils trouvent particulièrement injuste.
Et puis, dans cette grande famille du polar, on trouve aussi le roman à suspense. Donc, le roman à suspense, avec ce type de roman-là, le lecteur sera beaucoup plus proche et va adopter le point de vue de la victime plutôt. Donc, on avance dans le roman avec une victime qui essaye de s'en sortir, bien souvent qui est confrontée il y a un compte à rebours et une angoisse qui va grandissante au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Et le thriller, donc il peut s'apparenter aussi, il joue beaucoup avec le suspense. Le héros d'un thriller, c'est en général un personnage plutôt ordinaire, donc qui n'est pas un enquêteur professionnel, qui n'est pas un professionnel du métier de la police, de la gendarmerie, ou qui n'est pas accoutumé en fait aux procédés d'enquête, aux méthodes, etc., mais qui est placé dans une situation telle que ce personnage va devoir tout de même amorcer et conduire une enquête pour découvrir quelque chose, pour révéler, ou pour tout simplement se sortir de sa situation, pour contrecarrer les plans d'un ennemi qui le traque. Et tout cela dans un contexte angoissant. Donc le thriller joue énormément avec ses lecteurs pour faire naître chez eux l'angoisse. Alors cette notion de suspense, elle est vraiment centrale et précieuse dans le thriller. Et alors personnellement, moi, ma référence pour le suspense, c'est Hitchcock. Donc je vais plutôt la chercher dans le cinéma. Et donc Hitchcock définit le suspense comme ça. Il s'agit de faire grimper la tension, de faire grimper l'angoisse plutôt que plutôt que de surprendre avec des faits dérangeants. Et on peut donner cet exemple d'une bombe qui exploserait. Donc bon voilà, soudain on est sidéré, par ce phénomène soudain et désastreux. Alors au contraire, si on veut ménager le suspense, on va commencer par vous montrer le criminel en train de poser la bombe sous une table dans un restaurant, et puis on va attendre que les clients viennent s'installer à la table, et nous, spectateurs, nous en savons plus que les clients qui sont attablés, et l'angoisse naît dans cette attente. On sait qu'à un moment donné, la bombe va exploser. Mais quand ? À quel moment ? Et donc, on joue avec ça. Voilà. Et finalement, on se rapproche assez dans ce jeu-là de la tragédie grecque, en fait. Le héros de la tragédie grecque, chez Sophocle par exemple, avec Oedipe, il sait ce qui va se passer. Une prophétie lui a annoncé ce qu'il allait vivre. Il va tout faire pour échapper à cette prophétie, mais en faisant tout ce qu'il faut pour y échapper, au contraire, il la réalise. Voilà. Et cette notion de suspense, elle est entretenue là particulièrement. Alors chez Sophocle, donc avec Oedipe roi, là on a vraiment une quintessence à mon avis, parce que finalement Oedipe, il est à la fois le coupable, il est à la fois la victime, et il est à la fois le justicier, puisque c'est dans Oedipe roi, c'est lui qui demande à ce que l'enquête soit menée pour retrouver le coupable et pour retrouver qui a tué son père. Donc, il est les trois à la fois. Et nous, lecteurs, nous le savons. Et c'est l'angoisse. Elle monte au fur et à mesure de l'enquête. Et on sait que ça va arriver. Mais quand ? Et comment ? Voilà. Et donc, cette notion de suspense, alors c'est pareil chez Hitchcock, je ne sais pas si vous connaissez La Corde,
le film l'accorde. Donc dès le début du film, on sait qu'on a 2 meurtriers qui vont cacher un cadavre dans un coffre en plein milieu du salon, où les invités vont arriver et où l'inspecteur incarné par James Stewart va arriver. Le cadavre est là dans le coffre, donc le tout. Il y a bien un moment donné où le cadavre va être découvert, mais quand? Et donc Hitchcock joue énormément avec ça, James Stewart qui tourne autour de ce coffre, on sent voilà, la tension monte dans ce temps-là. Et donc au cinéma, on a quelques techniques comme ça, utilisées par Hitchcock, mais Orson Welles aussi, qui font qu'on fait participer le spectateur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, en tant que spectateur, vous en savez plus que les personnages et que les acteurs, en fait, qui sont dans le film. Il y a d'autres tactiques aussi. Par exemple, redistribuer les cartes et on va par exemple faire mourir un personnage qui n'avait rien d'une victime. Vous savez, on est un petit peu conditionné, on sait les personnages dans un film, ils sont assez facilement rangés dans des catégories, dans des cadres. Voilà, la victime, le coupable, tout désigné, prédésigné presque. Et par exemple, dans Psychose, on a un personnage, c'est une femme de caractère qui prend des risques, voilà. Et donc on n'imagine pas vraiment en tant que victime. Pourtant, si Hitchcock peut se permettre de jouer avec ça. Après, au cinéma, on a des techniques purement cinématographiques liées à l'image pour déstabiliser aussi le spectateur et vous faire perdre un petit peu vos repères. Donc, chez Hitchcock, par exemple, on a ce qu'on appelle le travelling compensé. On fait reculer la caméra et en même temps on zoome. Donc, et ça crée une distorsion en fait dans ce qu'on voit à l'image et ça nous fait perdre, ça nous déstabilise en tant que spectateur. Mais c'est une façon d'être déstabilisé, c'est une façon de participer, d'être vraiment invité à participer au déroulement de l'histoire. Après, il y a d'autres techniques aussi, comme, alors je reprends un exemple chez Hitchcock, de montage alterné, où par exemple dans Les Oiseaux, on va avoir une alternance, on va avoir un plan sur Tipi et un autre plan sur les oiseaux. On revient sur Tipi, on revient sur les oiseaux, mais dans ce retour sur les oiseaux, en fait, il y a de plus en plus d'oiseaux. À chaque fois qu'on revient sur les oiseaux, il y en a de plus en plus. Et donc, il y a l'angoisse qui naît avec ce jeu-là, cette alternance-là. Je vous parle de ça. Alors, on parle toujours du thriller parce que, en fait, moi, je vous ai dit que j'allais vous parler de mon laboratoire, mais ça fait vraiment partie de mon laboratoire parce que quand j'écris un roman, j'ai ça en tête. Donc, et typiquement, cette alternance de plans avec une sorte de répétition, mais en même temps une montée en puissance des deux côtés, en nombre, voilà. Ça, cette augmentation, répétition et alternance, c'est quelque chose que j'utilise aussi dans l'écriture. Voilà. Et dans le roman à proprement parler, ce qu'on peut utiliser, je vais vous renvoyer à ce que vous avez appris à l'école en cours de français. Je pense que vous avez entendu parler de focalisation ou de point de vue du narrateur. Oui. Alors, quand on raconte une histoire, on prend un point de vue. Donc, on peut prendre le point de vue, un point de vue interne à l'histoire, mais on peut même confier le point de vue, on peut adopter même le point de vue d'un personnage, du personnage principal. Mais on peut aussi vous raconter l'histoire d'un point de vue qu'on appelle omniscient, c'est-à-dire qu'on sait tout. On voit
exactement, on sait tout du personnage, mais on sait tout aussi des autres personnages et on sait tout du contexte, de ce qui s'est passé avant, après, et puis un petit peu en tout lieu. Et je vous parlais tout à l'heure de la déstabilisation de la perception du spectateur au cinéma, et ben dans l'écriture du roman, on peut très bien glisser d'un point de vue omniscient, c'est-à-dire qu'on vous donne tout, on vous explique tout, on vous dit tout, on vous montre tout, et puis soudain, ni vu ni connu, on passe dans le point de vue d'un seul personnage, du personnage principal. Mais lui, le personnage principal, il voit pas tout. Par exemple, là, si je vous fais adopter mon point de vue, ben vous n'allez voir que ce que je vois. Et ce que je vois, vous pouvez vous retourner, c'est Patrick et André et le petit prince. Voilà. Un narrateur omniscient, il saura dire ce que je vois, donc ce qui est derrière vous, mais aussi ce qui est derrière moi et que moi je ne vois pas là actuellement. Si vous adoptez mon point de vue, bah, en réalité tout ce qu'il y a derrière moi, bah, ça disparaît, je ne le vois pas. Voilà. Et dans le roman, bah, on peut très bien s'amuser à passer donc de ce point de vue omniscient qui est capable de voir et de vous décrire tout ce qui se passe à 360 degrés, et soudain on confie en fait le bâton de parole, en quelque sorte le bâton du récit, à un personnage en particulier, et ce qui fait que vous ne savez plus grand chose. Voilà. Et en fait cette alternance, elle permet de faire en sorte, on vous donne des éléments sur la scène, l'ensemble de la scène, mais soudain, vous passez au personnage principal et vous comprenez ses erreurs, notamment de perception, de jugement. Et donc, vous savez que le personnage, il se met en danger. Parce qu'en fait, lui, il ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais vous le savez. Il peut mentir, bien sûr, exactement. Après, ces glissements-là, dans le roman aussi, on peut jouer pour déstabiliser aussi sur la temporalité. On peut accélérer, ralentir, on peut dérouler, vous parler de l'action, vous présenter l'action, et puis soudain on s'arrête et on vous décrit ce qu'il y a par la fenêtre, ce qui se passe dehors. Alors vous doutez bien qu'il continue de se passer quelque chose. On est voilà, il va bien se passer quelque chose, mais on fait diversion, on vous met en attente. Là aussi, ça crée une attente, et cette notion de suspense dont je vous parlais tout à l'heure, elle peut s'instaurer à ce moment-là, avec cette prise de recul. Parce que vous avez envie de savoir ce qui s'est passé quand vous avez laissé vos deux personnages en conflit. Vous avez deux personnages en conflit. Je vous raconte qu'ils sont près d'en venir aux mains. Et soudain, je m'arrête et je vous raconte, ah bah tiens, voilà, il y a eu un bruit dehors, donc je vais vous raconter ce qui est l'origine de ce bruit dehors. Mais qu'est-ce qui se passe là? Donc vous avez envie en fait de savoir la suite. Voilà. Et donc cette attente-là et cette espérance de savoir la suite, bah, ça aussi, ça fait partie du suspense. Et ça, c'est une technique qui est facilement utilisable à l'écrit. Voilà, faire diversion. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle dans le thriller, dans le roman, et qu'on utilise au cinéma d'ailleurs aussi, le cliffhanging. C'est le fait d'être suspendu, d'être tenu en haleine. Et qui fait que à la fin, au bas d'une page ou à la fin d'un chapitre, je vais vous proposer, alors que les personnages, nos deux personnages là, a priori, ils avaient trouvé un terrain d'entente, ils commençaient à s'accorder et tout, et j'arrive à la fin du chapitre, et il y a l'un des deux personnages qui découvre que l'autre a menti sur un autre point. Donc vous savez que c'est prêt à déraper, et puis je vous laisse là, c'est la fin du chapitre. Voilà. Donc là, en fait, il faut tourner la page et il faut aller voir ce qui s'est passé. Et là, c'est pareil, on joue avec ces alternances, on est sans cesse en train de rétablir
une situation, de retrouver un équilibre, mais au moment où vous pensez qu'on l'a vraiment rétabli, non, c'est pas possible. On recrée un déséquilibre qui peut venir des personnages, qui peut venir de l'extérieur, voilà. Là, voilà. Et puis, cette notion de suspense à l'écrit, on peut aussi le rendre par une ambiance, et ça, c'est proche du cinéma aussi, enfin similaire au cinéma, par une ambiance sonore ou visuelle. Donc voilà, vous avez soudain, vous avez donc vous les avez, hein, ces deux personnages là qui sont en train de se disputer en huis clos là, et je vous emmène à l'extérieur, et soudain à l'extérieur la neige tombe, et soudain tout s'apaise, tout devient silencieux. Et ce silence, il s'éternise, il dure, il s'intensifie. Qu'est-ce qui se passe? Et vous sentez qu'il y a une action pas très sympathique, et on a l'impression que c'est en train de couver. Voilà. Alors, qu'est-ce qui couve? Et ça, une ambiance sonore, elle peut vous le donner. Bon, ça peut être un éclat ou une accentuation d'un vacarme, ou à l'inverse un silence, mais on joue avec la bande son aussi dans l'écriture. Alors comment? En choisissant des mots qui sont soit beaucoup plus doux à l'oreille, soit beaucoup plus percutants à l'oreille, en faisant des références à certaines musiques, en faisant dialoguer les personnages, on donne du bruit. En les faisant taire, on assourdit. Voilà. En fait, il y a quelque chose de sonore qui se passe aussi dans le roman. Bon, voilà, tout ça c'est en théorie. Alors en pratique, je vais vous dire comment je procède. Donc moi, je vous ai dit, donc on a une infinité de choix quand on commence à écrire un roman, une infinité de choix possibles, de sujets, d'intrigues, de personnages, de lieux, de temps, etc. Donc, pour ce qui me concerne, en général, le choix d'un sujet, en fait, je parle, mais si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir, si vous voulez intervenir, je peux vous passer le micro. Voilà. Comment vous entendez? Ok, est-ce que vous avez des questions? Enfin, vous pouvez à tout moment, faire signe. Voilà. En tous les cas, n'ayez pas peur. Les meurtres en général, je les commets dans un roman, mais pas dans la réalité. Voilà, je les fais commettre par des personnages. Voilà. Je délègue en fait cette partie-là. Donc, ce qui fait qu'on, normalement, dans la réalité, je suis assez... Non, je suis tranquille, j'ai tout délégué. Voilà. Donc, il y a des choix dont je vous ai pas trop parlé tout à l'heure non plus, mais bon, il y a des choix de langage, des choix stylistiques aussi. Et donc ça qui sont vraiment propres à chaque auteur. Et dans le genre, alors moi j'aime bien le roman à suspense et le thriller, parce que j'aime bien jouer avec ce rythme, jouer avec cette notion de suspense qu'il faut faire grandir. Et pour moi, en fait, c'est un défi permanent, parce que il faut ménager le suspense. C'est vous mettre en situation d'attente dans une situation déséquilibrée. Il faut vous en dire un petit peu, mais pas trop. Vous donner quelques indices de résolution, mais pas trop, de façon à vous laisser dans le déséquilibre, justement, quand on veut. Faire le livre à notre façon. Donc, oui, en quelque sorte. Alors, pour ma part, comment ça se passe? Donc, il y a d'abord une grande... je mets à peu près 6 mois, entre 5 et 6 mois pour écrire un roman. Et j'écris tous les matins. Quand je commence à écrire un roman, il faut que ce soit au quotidien. Pour moi, j'ai besoin de cette discipline. C'est simple, c'est parce que sinon, après, je ne me souviens pas de ce que j'ai écrit
avant et je suis obligée de reprendre depuis le début. Donc en fait, chaque séance d'écriture, donc j'ai cette régularité-là, et chaque séance d'écriture, je la débute par une relecture de ce que j'ai écrit la veille, histoire de garder le fil. Et je pense que surtout pour un roman, un thriller, chaque détail a son importance. Et parfois, on ne se souvient pas si on a parlé de la pochette verte qui va faire que quelqu'un va être tué. C'est à cause de cette pochette verte que le gars il va être tué. Et si on ne se souvient pas qu'on l'a déjà évoqué et on peut l'évoquer une deuxième fois, enfin, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc il faut vraiment, chaque détail a son importance et doit être placé au bon moment pour préserver une cohérence. Donc voilà, donc ça c'est le temps de l'écriture. Donc moi j'ai ce fonctionnement-là et ça veut dire que je vole du temps parce que c'est pas évident de s'astreindre. Voilà, je ne fais pas que écrire dans ma vie. Voilà. Et donc, je vole du temps ailleurs pour pouvoir ménager, quand je me mets à écrire un roman, pouvoir ménager ces temps-là et m'assurer de ce suivi quotidien. Ceci dit, avant de me mettre à l'écriture, j'ai une longue période de maturation. C'est très étrange, il y a un phénomène qui me dit, là, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Et je suis assez curieuse, j'écoute, je regarde, j'entends, et puis il y a des choses qui m'interpellent, qui n'ont pas forcément des rapports, des choses qui n'ont pas forcément de rapport entre elles. J'appelle ça un peu, c'est une phase d'absorption ou de collecte. Donc ça peut être un documentaire, ça peut être un livre. Donc là, pour les ombres de la fosse aux ours, quelques années auparavant, j'avais lu un livre sur l'histoire de l'usine de Chède. Et donc écrit par Ludovic Cahuet. Et dans cette histoire, il est question à un moment donné, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, juste à la fin de la guerre, donc il y avait un certain nombre de prisonniers allemands qui sont restés à Chède et donc qui travaillaient à l'usine. Et avec Ludovic Cahuet, j'ai appris que ces prisonniers allemands, quand ils n'étaient pas en poste de travail à l'usine louait leurs services aux habitants de la commune. Alors ça m'a beaucoup choquée. D'abord, cette notion de location d'êtres humains, d'une personne à d'autres. Et puis, je me suis dit, dans ce contexte d'immédiat d'après-guerre, je me dis, bon, quand même, cette guerre, c'était quand même quelque chose. Et je me dis, les relations, bien sûr, entre les Français et les Allemands n'étaient pas du tout ceux que nous ou que les nouvelles générations peuvent connaître. Enfin, moi, je suis quand même assez fascinée. Aujourd'hui, on va en Allemagne, on passe pas de frontières. Enfin, on peut, grâce aux technologies, on peut passer un coup de fil. On a des amis en Allemagne, etc. Mais c'est pas si vieux que ça. On a connu quand même un antagonisme. Bon, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, mais en tous les cas, tout ça pour dire que quand j'ai lu et quand j'ai appris ça, cette action de location de prisonniers allemands en 1946, je me dis, mais comment ça pouvait se passer ? Voilà, déjà le fait en lui-même m'a choquée, mais en plus j'ai essayé d'imaginer de me représenter comment ça pouvait se passer concrètement pour ces personnes-là, et je me suis dit ça ne devait pas être très sain comme chose, et ça m'a beaucoup marquée. Et puis parallèlement dans ma vie, j'ai été confrontée à une personne qui a commis des choses violente, en fait, une personne violente. Et cette personne violente,
donc je connais des victimes qui essayent de se battre contre cette personne violente et par les voies légales, donc voilà, avec l'aide de la justice et des différentes instances légales qui accompagnent normalement les victimes. Et en suivant le parcours de ces victimes dans la vraie vie, je me suis dit, donc c'est bien, on a une société qui, de ce point de vue-là, a énormément évolué. Il y a beaucoup de choses qui sont prises désormais au sérieux. Les victimes sont beaucoup plus écoutées, mais dans les faits, dans la vraie vie, il y a une temporalité de prise en charge, on va dire, de la victime qui est complètement disproportionnée par rapport à ce qui est vécu. C'est-à-dire que dans le temps de la justice, la victime, elle continue d'être confrontée en fait à son bourreau. Et légalement, il n'y a pas d'autre moyen. Et cette distorsion-là, il faut la vivre pour comprendre qu'elle existe en fait. Voilà. Donc ces victimes, elles sont confrontées en fait à partir du moment où les victimes décident de porter plainte par exemple, donc s'enclenche toute une série de rouages mais qui sont très lents et c'est très difficile pour la victime, même si je sais que toutes les instances et toutes les institutions travaillent vraiment pour accompagner, pour favoriser et rendre meilleur l'accompagnement des victimes, mais on est encore dans des situations absurdes finalement et difficiles à vivre pour la victime. Et ça, c'est dans ma vraie vie. Et dans ma vraie vie, moi, je manque terriblement d'imagination. Et je me suis dit, mais comment interrompre l'engrenage, comment enrayer l'engrenage, comment faire en sorte de renverser la tendance, comment agir en fait. Et dans la vraie vie, moi, je manque d'imagination. Et dans le roman, ce personnage-là, je l'ai jeté au fond de la fosse à ours et ça m'a fait un bien fou. Mais c'est dans le roman, et je vous assure, dans la fosse à ours, j'ai laissé personne. Voilà. Voilà. Alors, en parlant de fosse à ours, c'est un autre déclencheur du roman aussi. Il y a, pareil, quelques années, 3 ans, une personne m'a invitée à aller auprès d'une fosse à ours, donc une vraie fosse à ours. Donc c'est un piège, 2,50 m de diamètre à peu près, entre 2 et 3 mètres de profondeur, creusé dans le sol, empierré. Et au fond donc un piège dans un couloir où passaient certainement soit des ours, soit des loups, et donc qui était destiné à piéger ces prédateurs. Avec au fond de la fosse une lauze tranchante, une pierre tranchante posée à la verticale. Voilà. Donc l'ours ou loup ou qui que ce soit n'a aucun moyen d'en réchapper, c'est sûr. Le truc est réglé au fond de la fosse. Et alors c'est pareil quand donc je l'ai vue, donc elle date probablement du XIIIe siècle. Elle se situe sur la commune de Passy, dans le vallon du Châtelard, plus exactement, dans un sous-bois, dans la vallée de Chamonix. Et donc quand j'ai vu cette fosse, là aussi, moi ça m'a choquée. Voilà, je me dis oui, ça a existé, ça existe encore, elle est toujours présente, cette fosse, bien que plus utilisée en dehors du roman. Et voilà. Donc et voilà, et tout ça a croisé chez moi après des réflexions d'ordre moral. Par exemple, je suis fondamentalement contre la peine de mort. Toutefois, dans la situation que je vous ai décrite tout à l'heure, je me suis dit, mais mince, il y a parfois des pulsions comme ça qui peuvent... alors, ça ne va pas au-delà, je vous assure, encore une fois, ça ne va pas au-delà du roman, mais
voilà, ça peut poser des questions d'ordre moral, parfois, certaines situations qu'on peut vivre dans la vie. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup pensé, c'est parce que ça aussi, ça fait partie de mon laboratoire, j'ai aussi pensé à une lecture à Lorenzaccio d'Alfred de Musset, la pièce d'Alfred de Musset. Donc Lorenzaccio, en gros, il tue le duc Alexandre pour sauver la ville de Florence. Parce que le duc a justement une morale complètement débridée. Enfin, c'est un personnage qui est immoral, en fait, et qui commence à entacher la vie de Florence par ses actes complètement débridés. Et Lorenzaccio, qui a beaucoup d'amour pour la ville de Florence et beaucoup d'estime pour la ville de Florence, il prend sur lui de sauver la ville, et le seul moyen qu'il trouve de sauver cette ville de l'emprise du duc, c'est de commettre l'assassinat de ce duc. Donc, paradoxalement, au nom de la morale, il endosse le rôle de meurtrier. Voilà. Donc, voilà. Donc, bon, là aussi, ça laisse des questions en suspens. Est-ce qu'on peut, au nom de la morale, au nom de la justice, est-ce qu'on peut en arriver à rendre légitime un acte qui n'est pas juste, qui n'est pas moral, qui n'est pas légal? Voilà. Et donc ça, c'est voilà, une réflexion qui n'est pas résolue. Et alors, une fois que j'ai ça, donc ces croisements de morceaux, de façons de penser, de choses que vues, entendues, découvertes. Et à un moment donné, à partir de là, ça s'assemble comme un puzzle. Ça commence à former quelque chose qui pourrait être le début d'un roman. Là, j'ai un personnage qui arrive et un tableau. Le personnage, en l'occurrence, pour les ombres de la fosse aux ours, j'avais en tête Monsieur F, un homme. J'avais son physique, je le voyais de dos et je le voyais marcher dans la ville d'Aoste un matin à l'aube. Et donc ça, j'ai écrit ça dans mon carnet. Voilà. Donc ça ressemble à ça. C'est très brouillon, mais j'écris à la main. Et donc j'écris, voilà, c'est plein de gribouillis. Mais voilà, donc ça, voilà, j'écris à la main comme ça un premier tableau. Et donc j'ai Monsieur F, un meurtrier, mais je ne sais pas qui l'a tué, pourquoi il l'a tué. Je sais juste, c'est un meurtrier qui se promène dans la ville d'Aoste à l'aube. Il s'arrête dans le cloître de Saint-Ours. Je ne sais pas, c'est un lieu, moi, qui me fascine personnellement. Ça aussi, les lieux ont de l'importance chez moi. Et deuxième tableau que j'écris, pour donner le pendant, alors j'ai un meurtrier qui se promène dans le cloître Saint-Ours à Aoste, superbe édifice. Et de l'autre côté du tunnel du Mont Blanc, j'ai une jeune femme, Alessia, elle, qui est invitée au bord d'une fosse à ours, au fond de laquelle gît un cadavre. Et donc j'ai ces deux tableaux-là. Mais pour l'instant, j'écris ça. Je ne sais pas quel est le rapport entre les deux. Absolument pas. Est-ce qu'ils se connaissent ou pas? Ce meurtrier, alors c'est probablement lui qui a laissé un cadavre dans la fosse à ours. Pourquoi il a invité Alessia à venir là? J'en sais rien. Qui est la personne au fond de la fosse? J'en sais rien. Pourquoi? Tout ça, en fait, je n'en sais rien. Et donc là, à partir de ce moment-là, je commence à construire une histoire. Donc, j'établis un plan. Voilà. J'établis des liens entre les personnages. Je me dis ce qui va se passer, etc.
Et une fois que j'ai ça, donc ça se passe au brouillon aussi, des prises de notes, tout ça. Une fois que j'ai ça, je commence à écrire le premier chapitre. J'écris le premier chapitre. Au bout d'une 50aine de pages, les personnages, ils commencent à prendre vie. Monsieur F, Alessia. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où les personnages prennent vie, là, c'est la bifurcation totale. J'ai beau avoir écrit un plan, j'ai beau avoir écrit tout ce que je voulais au sujet de mes personnages, de l'histoire, de ce qui allait se dérouler, là, je contrôle plus rien. En fait, là, je vais suivre mes personnages et je vais voir ce qu'ils vont me raconter. Et en réalité, je vous ai donné de belles théories sur le roman à suspense. Moi, comment je fonctionne ? En fait, je suis à la place du lecteur, c'est-à-dire que moi-même, je ne sais pas. Donc, au fur et à mesure, j'écris. L'écriture, elle est génératrice. Et au fur et à mesure que j'écris, je me dis, mais j'écris mes questions. Mais pourquoi ? Pardon ? C'est mon histoire ou c'est la loi ? Non, mais voilà. Pourquoi Alessia a-t-elle fait ceci, cela ? Et qu'est-ce qui va lui arriver ensuite ? Et que va devenir Monsieur F ? Et que va devenir Urso ? Et pourquoi son frère est là ? Et qui est-il ? Et en fait, c'est un questionnement qui est réel pour moi. C'est-à-dire que moi-même, je suis dans le suspense. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, ce questionnement, alors, bon, voilà, en général, je trouve les réponses avant vous. Mais en général, ces questions-là, je les attribue à un personnage et je vous les pose à vous, lecteurs. Et c'est le personnage qui se pose ces questions-là, mais en fait, elles sont bien réelles pour moi au moment où j'écris. Voilà. Voilà. Et donc, après, le dosage, une fois qu'on a fait ça, donc finalement, je ne sais plus du tout où je vais. Je ne sais plus du tout. Voilà. Mais c'est tant mieux parce que sinon je m'ennuierais parce que moi j'ai du mal à. S'il fallait que je sois secrétaire du propre plan que j'ai inventé avant et c'est juste construire des phrases pour coller au plan, pour moi ce serait d'un ennui absolument total. Enfin une fois que j'ai trouvé un plan, c'est bien, il est fait, il est là. Maintenant il me faut inventer quelque chose de nouveau. Voilà, il ne faut pas que je m'ennuie. Et donc là, cette façon de fonctionner là fait que je ne m'ennuie jamais. Jamais. Parce que chaque soir, je repars avec mes questions, quoi. Voilà. Sur ce que je vais écrire le lendemain. Après, il faut veiller justement à la cohérence. Voilà. Donc souvent, au moment où j'arrive, j'écris un élément et souvent je m'invite donc à relire un chapitre précédent en me disant mais non, mais si j'en arrive là, cette pochette verte, elle peut pas avoir été là. Voilà. Donc je modifie un petit peu de façon à préserver la cohérence. Voilà. Et tu avais une question. Ah, pour préserver la cohérence. Oui. Revenir en arrière, ça je le fais assez régulièrement. Donc j'ai toujours ce principe, comme je disais tout à l'heure, de relire déjà ce que j'ai écrit la veille. Maintenant vous compreniez mieux pourquoi. Et avec les interrogations que j'ai laissées en suspens la veille, mais aussi pour vérifier que je préserve bien cette cohérence. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Moi, j'en avais quelques-unes. Oui. Alors oui, tu dirais que c'est qui ton personnage préféré dans ce roman-là ? Dans ce roman-là ? Voilà, oui. C'est drôle parce que oui, alors je m'attache à mes personnages, vous l'avez compris, parce que en fait, j'ai l'impression qu'ils naissent, qu'ils vivent, et alors après, ils sont avec moi en permanence. J'aime beaucoup ce personnage d'Alessia qui fait, elle est pas guérie à l'enquête, elle est très mal à l'aise avec ce qui lui arrive, mais
elle baisse pas les bras, elle va toujours de l'avant et elle veut découvrir ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une personne assez battante finalement et j'aime bien cette fougue un peu, cette façon qu'elle a aussi parfois de bifurquer. Voilà, elle avait peut-être prévu quelque chose, mais non, elle se laisse bifurquer. C'est initialement dans mes premières notes et dans mon beau plan, tout bien carré, tout bien, tout bien établi, il s'appelait la bifurcation. Le fait que on se fixe un objectif, on avance vers cet objectif et on n'est pas loin d'arriver à l'objectif et non, on bifurque. Finalement, on prend la prochaine sortie de l'autoroute et on arrive où? On ne sait pas trop, on est un peu perdu dans un paysage inconnu. On n'a pas le petit bled, il n'est pas noté sur la carte, on ne sait pas où on est. Qu'est-ce qui va se passer là? J'adore ça. Voilà. Est-ce qu'une question vous serait venue? Oui, Aurélie. Est-ce que justement, c'est pas une manière de brouiller les pistes finalement et de mener le lecteur ailleurs que vers la résolution du crime en fait? Oui. Oui, merci Aurélie. C'est indéniablement cette question de fausses pistes et de détours. Finalement, dans le polar, c'est quand même une technique qui est très prisée. Si on connaissait tout de suite, on a le point A, une victime, et le point d'arrivée, le point B, c'est la découverte du coupable et sa condamnation, et qu'on va tout droit de A à B. Et puis l'histoire est trop petite là. Il manque un petit peu peut-être de péripéties, d'intérêt finalement. Après, je dis ça, mais certains auteurs brillants sauraient faire quelque chose d'extraordinaire juste avec cette ligne droite. Mais je trouve que c'est intéressant de sortir, d'aller chercher des détours. Et j'aime bien en écrivant, moi c'est ce qu'on appelle les personnages secondaires, mais pour moi ils ont une importance colossale. Les autres personnages, parce que j'aurais pu dire Clémentine aussi, le personnage de Clémentine, c'est un personnage qui m'est très cher aussi, et donc on vous amène vers un personnage secondaire entre guillemets, et ça crée un détour, et ce détour-là il a de la valeur aussi. Voilà. Enfin, à mon sens. Tu as une question? Non, c'est pas vraiment une question, c'est comme si... Là, on est tous en train de parler, vous racontez l'histoire de votre livre, nous on écoute, Oui. et mine de rien, c'est un partage et ça fait avancer les choses. Je sais pas comment... Moi, Tant mieux. j'avais des vues un peu différentes sur certains trucs, et là, je suis un peu... je reviens plus vers vous. D'accord, ok. Mais c'est souvent ça, quand... c'est juste ça. C'est pas... Voilà. Ok, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Oui. Du coup, par rapport au plan initial que vous étiez fixé, j'ai compris qu'après le chapitre 1, au final, ça part dans tous les sens. Ouais. Mais est-ce que le plan revient quand même? Est-ce que la finalité est quand même celle qui était espérée dès le début? Oui, il y a quand même une trame. Il y a quand même une trame, on va dire un très maigre fil rouge que je vais respecter. Mais pour moi, c'est intéressant aussi, c'est que finalement, le plan, parce que le plan, forcément, on est obligé d'organiser, sinon, pour que ce soit lisible aussi et compréhensible pour le lecteur. Et à un moment donné, quand j'ai avancé, donc avec mes personnages m'ont fait avancer, et finalement, à un moment donné, j'ai eu besoin de construire un arbre généalogique, en fait, pour ce roman-là, hein. Parce que toute l'intrigue tourne quand même, invite à aller voir du côté de la famille. Il y a des enjeux, des croisements et j'ai eu besoin de construire cet arbre généalogique et qui constitue un cadre aussi. Pas le plan général, mais qui constitue un cadre, et que j'ai ensuite
respecté tout au long. Voilà. Et finalement, le plan, c'est un autre qui se retisse, mais il y a toujours ce maigre fil rouge. Voilà. D'accord, merci. Voilà, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non? Plus sur un trait d'humour, quelle est votre part de responsabilité par rapport au cliffhanger et le fait de faire perdre des heures de sommeil aux personnes qui lisent les livres? Je sais pas, j'en suis la première victime en fait. C'est-à-dire que moi-même, je veux dire quand j'écris, voilà, et à un moment j'arrive sur le cliffhanging et en général moi je m'arrête à ce moment-là de l'écriture. C'est-à-dire que je saurai demain. Oui. Mais ça veut dire que c'est insupportable. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pareil dans la période d'écriture, je vous disais que j'écrivais chaque jour. Et bon, parfois, la vie fait que pendant 3, 4 jours, 4, 5 jours, je vais pas pouvoir écrire. Alors là, c'est infernal. Hein. Il vaut mieux pas me croiser à ce moment-là. Et ceux qui m'empêchent d'écrire, bon, je pense qu'ils subissent quelques turbulences, on va dire. Mais et là, moi, je suis dans cet état. Je suis tenue en haleine. Enfin, qu'est-ce qu'ils font pendant que je ne suis pas là? Dans quel état je vais les retrouver? Et donc voilà, j'ai en tête pour le cliffhanging cette image de Cary Grant qui est accroché, suspendu au mont Rushmore dans la mort aux trousses. Et je pensais à ça avec mon Alessia qui est au bord de la fosse à ours. Elle tient juste à une branche et tout est en train de s'écrouler sous ses pieds au fur et à mesure. Elle va tomber à un moment donné. Et le chapitre change. Et donc là, à ce moment-là, moi je suis tenue en haleine aussi. Voilà. Merci. Merci. Aurélie? Oui, ah oui. Et est-ce que ces jours-ci, du coup, vous avez laissé quelques personnages à la maison d'un prochain roman? Alors, et est-ce qu'on vous empêche d'écrire par votre présence et votre invitation au salon? C'est moins bien passé que ça. D'accord. Mais je suis quand même curieuse. Est-ce qu'il y a un texte en cours? Alors, en réalité, donc il y a un roman qui est écrit. J'ai mis un point final il y a une quinzaine de jours maintenant. D'accord. À peu près. Comment dire? Donc là, le coup de la bifurcation a été absolument total parce que je suis même sortie du thriller. Enfin, d'accord. C'est pas du tout un roman à suspense. Ouais. C'est un roman c'est l'histoire d'une baronne qui vit à la montagne au XVIIIe siècle, qui est une inventrice, qui invente des trucs complètement foufou. Elle m'a fait rire de A à Z. Et alors là, je suis allée jusqu'au bout en fait de ma méthode entre guillemets parce que c'est-à-dire que je me suis vraiment laissée aller porter par le personnage et elle me manque là. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Non? Bon bah c'est tout bon, alors merci beaucoup Delphine. C'était très intéressant, voilà, on en a beaucoup plus appris. Et puis vous pouvez retrouver Delphine jusqu'à 17h en bas qui peut dédicacer vos livres, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.